J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo très intéressante dans laquelle on va aller analyser mes 4 plus grosses positions sur lesquelles j'ai 145 000 dollars. Alors, pour être tout à fait précis, d'ailleurs, j'ai pas 145 000 dollars sur ces 4 positions. C'est juste qu'en fait, j'ai 90% de mon CTO, de mon compte, enfin de mon argent investi sur CTO, qui est réparti sur mes 4 plus grosses positions. C'est vraiment ma philosophie. C'est ce que je vous dis tout le temps. Vous ne pourrez pas, enfin, du moins, c'est presque impossible, surperformer le marché si vous n'êtes pas concentré. D'accord? Si vous voulez surperformer le marché, il faut bourriner, il faut concentrer. Mais alors justement, concentration ne veut pas dire augmentation du risque. Là, on voit bien que par exemple, à mon portefeuille, mine de rien, j'ai effectivement donc 50 000 sur Altincom, plus ou moins on va le voir 50 000 sur Google. Donc j'ai déjà 50%, j'ai déjà, excusez-moi, entre 60 et 70% de mon cash investi sur 2 entreprises. En fait, voilà, Realty.com c'est de l'immobilier, Google c'est de la tech. Après, je contrebalance le risque. Là, par exemple, voilà, donc regardez, Realty.com par exemple, voilà, je les ai achetés sur les 47 dollars. Alors pareil, c'est la première fois que je fais cette vidéo où je vais analyser là comme ça mes 4 plus grosses positions parce qu'en fait, toutes ces entreprises-là, mon portefeuille, il faut savoir que j'ai aucun turnover. C'est-à-dire que toutes les positions que j'ai là, je les ai depuis plus de 2 ans. Et en fait, voilà, par exemple, Realty.com, vous pouvez, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube quand je les avais achetées. Et en fait, voilà, comme je ne touche à rien, si j'ai un petit peu vendu, j'ai vendu 10% de ma position Realty.com, j'ai allégé sur les 60 dollars pour mettre justement le cash sur Parex. Mais voilà, donc j'ai 49 000 sur Realty.com avec une plus-value de 31%. Donc ce qui est pas mal hein, pour une entreprise rate à dividende dans l'immobilier, ça dynamise bien le portefeuille et ça met un énorme dividende mensuel. Ensuite, après, ça passe directement sur Google. Google, je l'ai acheté donc sur les 90 dollars. Donc voilà, j'ai 32 000 valeurs de marché. J'ai 200 actions en direct. J'ai également un call avec 80% de plus-value qui me rajoute, là vous voyez un call avec une échéance en 2026, donc une grande échéance, ce qu'on appelle un call deep in the money et un LIPS, c'est un contrat donc à très long terme qui me permet d'avoir une exposition de 100 actions supplémentaires et donc globalement j'ai à peu près 46 000 dollars d'exposition sur Google, voilà, avec si je fais un mix, une plus-value de 70%. Ensuite ça passe directement sur BlackRock. BlackRock, on va aller analyser l'entreprise ensemble, vous avez préparé les rapports annuels et les présentations d'investisseurs. Vous allez voir, c'est super intéressant d'être investi sur BlackRock. Je vais vous donner ce que j'en pense au prix actuel. Chacune des entreprises, hein, c'est l'objectif, c'est de vous dire, ok, la valorisation actuelle, est-ce que j'en rachèterai? Parce que pareil, moi de mon côté, j'ai pas mal de cash qui accumule. Et en fait, où mettre ce cash? C'est la question que tout le monde se pose actuellement quand les marchés qui sont plus hauts. Donc, on va essayer d'y répondre. Donc voilà, sur BlackRock, j'ai 44% de plus-value. J'ai 18 000 euros dessus. Et ensuite, après, ça passe directement sur Parex. Hein. J'ai 18 000 dollars canadiens. Ça fait 13 000 exactement dollars US. Pareil, attendez, hop. Voilà, vous voyez, cette entreprise, par exemple, je l'avais achetée à la suite du live qu'on avait fait avec Paul. Voilà, avec toute une présentation de l'entreprise là, il y a 11 jours. Donc voilà, ça c'est pour Parex. Et enfin, après, en fait, ça se divise sur des petites positions. Par exemple, en fait, j'ai Visa Mastercard. Ouais, par exemple, Mastercard, j'ai 14. J'ai un peu plus, excusez-moi, de Mastercard que de Visa. Et après, voilà, comme je vous dis, en fait, ça va vraiment être des petites positions. Par exemple, Tencent. Tencent, j'en ai pas énormément. Je sais même plus, voilà, j'ai 33% de plus-value. Après, si j'ai quand même Standard & Poor's avec 8000 et c'est tout. Voilà, c'est tout. Si, excusez-moi, j'ai totalement oublié ma petite pépite dans l'or que j'ai acheté avant l'été, qui me permet d'ailleurs d'avoir vraiment une corrélation inversée avec Parex, hein, parce que B2Gold c'est de l'or et donc les minières sont inversement corrélées avec une pétrolière parce que quand le prix du pétrole est bas, eh bien ma minière elle en bénéficie, coût de production il diminue, donc le coût de production par once d'or diminue, et inversement, quand le prix du pétrole est élevé, eh bien ma pétrolière, excusez-moi, en profite, d'accord? Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la petite vue d'ensemble que vous pouvez avoir un portefeuille très diversifié, très performant, et avec une belle diversification. Ok, bah écoutez, c'est parti, je vais commencer par ma plus grosse position, Realty.com. Alors, Realty.com, il faut savoir que c'est une excellente rate, c'est une excellente entreprise, tout simplement. Alors je vais vous faire la vue d'ensemble assez rapidement. Je vais essayer de passer maximum 10 minutes sur chaque entreprise. Alors pour le coup, Realty.com, d'ailleurs, pendant que j'y pense, là, vous voyez, en fait, j'avais fait une masterclass, une vidéo de quasiment 1 heure sur vraiment le business de Realty.com dans son ensemble. Vous voyez, il y avait le starter pack des rates où j'expliquais les beaux triple nets, les FFO, le coût du capital, les cap rates, enfin bref, vraiment la totale. Vous y avez accès, c'est une vidéo exclusive à mon groupe School. Donc, vous avez simplement à cliquer dans la description et c'est totalement gratuit. Hein. Vous avez en même temps les formations gratuites sur les options et les dividendes avec la communauté. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur la description. Moi, je vais me concentrer sur en fait Realty.com, l'évolution dans le temps, comment rapidement
Realty.com fait son argent, c'est en fait en finançant tout simplement des biens immobiliers. Par exemple, ici, vous voyez que là, durant le second quarter, eh bien, ils ont déployé 800 millions, d'accord? Et regardez un petit peu, ils l'ont déployé à combien? Donc, ils ont déployé 800 millions à un taux de rentabilité de 7,9, j'arrondis à 8%. Et en fait, eux, ils ont un coût du capital de 6,5. Donc, ils empruntent grosso modo à 6,5 et ils le placent à 8. Donc, ils empochent la différence de 1,5%. Ok? Ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a la deuxième partie qui va être la croissance et bien justement des différents baux sur le portefeuille existant de Realty.com. Par exemple, là, Realty.com, elle a à peu près, je vais même me mettre comme ça, Realty.com a à peu près donc, des baux qui vont être fixes, la plupart, avec une augmentation annuelle de 2%. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. D'ailleurs, vous voyez en fait pourquoi le marché n'avait pas du tout apprécié, finalement les différentes acquisitions que Realty.com avait fait cette période, notamment donc des casinos à Las Vegas et également une acquisition de Spirit Realty Capital. Eh bien, c'est parce que c'était des loyers qui étaient plafonnés, donc plafonnés à 2%. Alors pourquoi c'était pas bon? Puisque à l'époque, rappelez-vous, on avait une inflation de 5%. Donc si vous avez des loyers plafonnés à 2% et qu'il y a de l'inflation de 5%, bah, c'est pas trop bon parce que vous allez pouvoir augmenter les loyers de seulement 2% alors qu'il y a une inflation de 5%. Et donc le marché, en fait, il anticipait que l'inflation allait rester élevée pendant pas mal de temps. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation a baissé. Et Realty.com a toujours donc les baux à 2%. Donc Realty.com effectivement augmente chaque année petit à petit à chaque fois 2% les loyers de son portefeuille, d'accord? Donc vous ajoutez 1,5% voilà, de croissance avec le déploiement des capitaux plus 2% à peu près voilà, dans les grandes lignes donc, de croissance interne à leur portefeuille existant. Ça vous fait déjà du 3,5. Et à ça, vous ajoutez maintenant les acquisitions. Alors les acquisitions, par exemple, voilà, je vous en ai parlé à l'instant, de Spirit, de Realty Spirit Capital, où là, ça rajoute encore une fois énormément de croissance. Et en fait, vous avez à peu près du 4 à 5% de croissance par an sur du très long terme super stable. Donc voilà pourquoi c'était une excellente opportunité. Voilà, tout simplement. Là, on a carrément eu des AFFO qui ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment très très bien. Et sinon, au niveau de la taille de marché, comme ils le disent, en fait, il y a encore énormément d'opportunités. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Encore une fois, vous avez tout le détail dans ma masterclass sur les rates. Mais juste ici, voilà, vraiment pour atteindre une taille de marché là où Realty.com va commencer à saturer, eh bien il faudrait que Realty.com, d'accord, son entreprise value, donc la taille de Realty.com, eh bien il faudrait qu'elle soit de 111 milliards, ce qui est 11 fois plus important que le portefeuille actuel. Donc on a encore de la place pour grossir, pour grandir. On va y revenir quand on va parler de BlackRock et on va y revenir quand on va parler de Standard & Poor's. Là voilà, j'étais exactement sur cette slide. Pareil, sur Standard & Poor's, on peut se dire ouais, mais étant donné voilà avec la croissance qu'on a, on n'a pas assez de parts de marché, ça va être compliqué de passer de 4 milliards à 8 milliards à 15 milliards. Et regardez un petit peu par exemple, on va le détailler, mais Standard & Poor's, il y a plusieurs secteurs. Standard & Poor's fait son argent de quatre façons différentes. Et là par exemple, pour ce qui est de sa partie de son segment Market Intelligent, eh bien on a un marché adressable de 70 milliards. Et regardez, on a seulement, Standard & Poor's, eh bien, on est à seulement 4 milliards. Donc, on a vraiment de la place pour de la croissance, ok? Ici, je me suis mis sur la slide du track record de Realty.com. En fait, on voit que premièrement, c'est tout simplement dingue parce qu'on a surperformé le S&P 500 depuis 94, excuse-moi, le tout avec un bêta de 0,5. C'est-à-dire qu'on a plus de performance avec moins de risque. Un bêta de 0,5, c'est que là, sur la plage depuis 1994, eh bien, si vous prenez une moyenne, d'accord, en moyenne, quand le S&P 500 va baisser de 30%, Realty.com va baisser de seulement 0,5%, donc va baisser de seulement 15%, de la moitié. Donc, on a moins de volatilité, un meilleur rendement et donc une meilleure stabilité. C'est pour ça que c'est vraiment super bien. Avec en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on a donc depuis 1996, on a une croissance donc des AFFO, c'est l'équivalent sur une entreprise normale des free cash flow, ici de 5,7% sur les dernières années.
Alors encore une fois, plus le temps passe, plus ils nous disent que selon eux, plus ils sont gros, mieux c'est au niveau des acquisitions, etc. Moi j'ai un petit doute là-dessus. Moi je pense qu'on va quand même, voilà, qu'on va quand même plafonner sur les 4, maximum 5% selon moi de croissance dans les années qui vont venir. Voilà, en fait je vois pas trop comment ils pourraient faire plus de 5% par an de croissance, ce qui est déjà exceptionnel, hein. 5% c'est déjà très très bon, surtout encore une fois. Si on prend ça avec les dividendes, avec le rendement actuel, bon là je crois qu'il a un petit peu baissé, mais voilà, je vous l'avais déjà dit, moi j'ai 7% de rendement sur mon prix d'acquisition, c'est tout simplement dingue et c'était vraiment une excellente opportunité et c'est ce genre d'opportunité qu'il faut pouvoir saisir, donc il faut bien connaître les dossiers pour y aller. Alors je vous remets le tableau que j'utilise tout le temps parce qu'il vous permet en fait en un seul coup d'œil de savoir, ok, compte tenu du rendement actuel de votre entreprise et du taux de croissance du dividende, dans combien de temps vous aurez 10% par an, 10% sur votre coût d'acquisition, donc 10% sur le rendement actuel. Donc si vous ne réinvestissez pas les dividendes, par exemple, là en ce moment, Realty Income, il y a un rendement de 5%. Et bien pour avoir 10% dans 10 ans, il faut que Realty Income nous donne une croissance de 7% par an du dividende. On a vu que c'était très 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 peu probable. On est plutôt sur du 4%, même du 5 si on est optimiste. Mais conservateur, on va être sur du 4. Et donc du 4, vous voyez que en fait, à 6% de rendement, vous êtes à 9% dans 10 ans. Par contre, à 7% quand j'en avais acheté, bon là, il n'y a pas le tableau, mais vous êtes à 10%. Et ça, c'est si vous ne réinvestissez pas les dividendes. Si vous réinvestissez les dividendes, vous doublez quasiment. Si vous réinvestissez les dividendes, effectivement, même au yield actuel, alors ça ne prend pas en compte les impôts. En Realty Income, il y a la retenue à la source, mais même au rendement actuel, 5% de taux de croissance, 5% du yield, donc là de dividendes actuels avec un taux de croissance de 4%, et bien dans 10 ans, si vous réinvestissez les dividendes, vous êtes à 12% de taux de croissance. Et pour ce qui est de la fair value, rapidement, selon Gros Focus, on a encore un petit peu sous-évalué, mais selon moi, une rate, en fait, il n'y a pas de raison que ça soit surévalué, c'est-à-dire qu'une rate, en fait, il n'y a pas vraiment d'excès, à part si les taux rebaissent à zéro, mais on a quand même énormément de chances que voilà, en fait, on soit sur la fair value. Donc effectivement, on va revoir les 80 $, mais on va les revoir quand? Peut-être voilà, en 2029, 2030. Donc en 2029, 2030, ça ferait, c'est dans quoi? Dans 2000 jours, 2030. Ouais, c'est exactement ça, c'est dans 2000 jours. Donc sur les 80, vous voyez, ça ferait à peu près du 30%, voilà, en 2000 jours, donc du 30% en 5-6 ans. Bon, ce qui, vous pouvez vous dire que c'est quand même pas mal, mais je le répète tout le temps dans chacune de mes vidéos, sur ce genre d'entreprise, il y a comme une croissance, mine de rien, qui est assez faible, du 4%. Ce qui fera la différence, c'est votre prix d'acquisition, c'est votre prix d'achat. Donc là, selon moi, on est sur la fair value quasiment, et acheter une rate sur la fair value, effectivement, si vous avez énormément de cash et que vous voulez un rendement, c'est toujours une bonne alternative d'acheter du Realty Income actuellement. Mais par exemple, voilà, moi je garde mes actions Realty Income, je ne les vends pas, mais je ne rachète pas voilà, d'actions supplémentaires au prix actuel. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat, on me demande régulièrement, oui, qu'est-ce que je peux faire, voilà, si j'ai du cash, où est-ce que je peux l'allouer, etc. Ben ouais, comment dire, c'est toujours mieux d'avoir son cash sur Realty Income que de l'avoir en banque qui se fait bouffer par l'inflation si vous prenez des grandes échéances, hein, de plus de 10 ans. C'est clair que vous aurez un meilleur retour sur Realty Income, c'est évident. Mais là, c'est vrai que voilà, à court terme, on a vu que vous pouvez faire 30% jusqu'en 2030 si voilà, ça se passe à peu près bien. Mais si vous aviez acheté le point bas sur les 46-47, vous avez déjà 30%. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de bien timer le marché et même si tout le monde vous dit qu'on ne peut pas timer le marché, si on peut timer le marché, hein, ça a un peu peur de mes positions, j'ai acheté le point bas, parce qu'en fait c'est juste une question de valorisation. Il faut juste bien valoriser votre entreprise. Ici, Realty Income, c'est pas une question de point bas ou pas. Ça aurait très bien pu continuer de baisser, mais c'était un excellent prix d'achat à long terme. C'était un prix d'achat qui était qu'on n'avait jamais vu de manière historique. Là, si je mets par exemple le dividend yield. En fait, vous voyez que, alors là, comme c'est pas en bougie, on voit pas la mèche, mais effectivement, là, vous voyez, on est sur les 48, ici, on était sur les 46, donc on avait touché les 46. Et en fait, la ligne verte, c'est le prix auquel, en fait, vous aviez eu le meilleur rendement sur Realty Income sur les 10 dernières années. Autrement dit, là, quand on avait donc du Realty Income sur les 46-47 $, eh bien, vous aviez du Realty Income avec le taux de rendement le plus élevé, le dividende le plus élevé des 10 dernières années et même des 15 dernières années quand j'avais regardé à l'époque. Donc c'était effectivement une bonne opportunité. Et là, au prix actuel, c'est pas la folie, quoi. C'est vraiment pas la folie. Après, si on parle de dividendes très rapidement, par exemple des entreprises comme Coca-Cola, bon, je préfère quand même acheter du Realty Income que du Coca-Cola, qui a un rendement de seulement 2,64% et qui a un taux de rendement
eh bien, qui est pas non plus, on va pas avoir un taux de rendement de 10% par an. Donc, vous voyez, du 2,5%, eh bien, il faudrait un taux de rendement, enfin un taux de croissance de votre dividende de plus de 12% par an pour avoir du 10% ici, vous voyez, 12%, du 10% dans 10 ans. Et là, vous voyez, je suis sur Coca-Cola, mais le truc, c'est que le dividende, sur les 10 dernières années, a augmenté de seulement 5%. Autrement dit, ça va être très, 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 très difficile d'avoir une bonne performance, de surperformer le S&P 500 en achetant du Coca-Cola en ce moment pour en espérer un gros retour dans le futur. Mais après, encore une fois, ça dépend évidemment de votre profil. C'est clair que si vous avez beaucoup d'argent, mettre des thunes sur Coca-Cola, ça vous protège vraiment de tout un tas de problèmes. Voilà, vous êtes vraiment, votre argent est quand même en sécurité, on va dire ça comme ça, mais en termes de retour pur, si vous cherchez de la croissance, c'est clairement pas une bonne opportunité au prix actuel. Et ma deuxième position, c'est Google, sur laquelle voilà, j'ai un tiers, encore une fois, de mon argent qui est investi en bourse sur Google. Donc j'ai un PRU un petit peu en dessous des 100 dollars, donc ce qui est très très sympa, avec en plus un call deep in the money, voilà, qui me rajoute une belle exposition. J'avais renforcé, comme je vous ai montré à l'instant, là sur les 149 il y a à peu près 10 jours. Et donc, alors Google au prix actuel, donc on est sur les 2 trillions. On va aller voir ensemble. Premièrement, pour la vue d'ensemble sur Gros Focus, on a effectivement du Google sur la fair value. C'est pour ça que j'ai renforcé 10% de ma position. Et c'est pour ça que certainement le mois prochain, si on est toujours sur les 150, enfin si on rebaisse un petit peu, voilà, je renforcerai. C'est pas des niveaux sur lesquels j'ai envie d'avoir beaucoup d'actions Google. Enfin dans le sens, j'ai pas envie de renforcer énormément à ces niveaux-là. Mais encore une fois, je pense que dans 10 ans, le prix actuel nous semblera à tous terriblement cheap, vraiment terriblement pas cher, pour la simple raison que voilà, Google, il y a un taux de croissance sur les 10 dernières années de 21%, sur les 3 dernières années de 32%, donc plus le temps passe, plus le taux de croissance du bénéfice net et du free cash flow augmente, parce que c'est un business qui est exceptionnel. C'est un business donc qui a un retour sur equity qui est tout simplement incroyable. Voilà, un retour sur equity de 30%, un retour sur les capitaux employés de 32%. Donc c'est un business en fait qui effectivement sur le long terme augmente de plus de 20% par an. Là, ça ralentit parce que on commence à avoir des parts de marché qui sont quand même importantes, voire énormes chez Google. Mais l'avantage, c'est qu'on est vraiment, on est vraiment super bien diversifié. Google, on a vraiment donc Google Search, qui est ici, qui contribue pour 175 milliards, d'accord? Donc, autrement dit, 50%. Et les autres 50%, là, c'est super bien diversifié avec, voilà, on va avoir tout ce qui va être YouTube Ad, tout ce qui va être Google Network, les subscriptions, je ne vais pas y arriver, donc YouTube Premium ou alors tout simplement le Google, quand vous payez vos abonnements chez Google. Et Google Cloud, qui est enfin, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais qui est enfin en fait rentable. Enfin, l'operating margin est enfin rentable et ça va faire qu'augmenter, parce que AWS, par exemple, ils ont des marges de 30%. Donc on a vraiment, là on est à 11, on peut aller jusqu'à 30 si on se débrouille quand même assez bien. Donc là-dessus, on est quand même très très large. L'inconvénient, c'est qu'on a énormément de stock-based compensation qui impacte négativement notre trésorerie, enfin notre free cash flow. Et encore une fois, si jamais je prends le vrai free cash flow ajusté des stock-based compensation, ça nous fait un free cash flow finalement de 47 milliards, ce qui est très très faible, par rapport à la valorisation actuelle qui est de 2 trillions. Si je fais 47 divisé par 2000, ça fait en fait un rendement de 2,3%. Mais bon, après il y a un gros rendement, il y a une grosse croissance, et de plus, voilà, ça va diminuer. Ces stock-based compensation vont diminuer. Amazon, de leur côté, ils ont également des grosses rémunérations en actions, mais ils ont annoncé vouloir le diminuer. Même chose chez Meta. Donc, je pense que Google, voilà, va finir par le diminuer, et on a également un énorme capex qui est historique. Mais bon, ça c'est chez toutes les GAFAM en ce moment, et je suis persuadé que ça va se normaliser. Du moins, c'est mon pari. Voyez. Si je mets uniquement le capex, on a un capex qui est massif, quoi. Regardez. Alors, je vais le mettre en quarterly, ça va être plus sympa. Je vais le mettre comme ça également pour que vous puissiez bien voir ou mieux voir. Donc voilà, en fait, on a une explosion des dépenses. Et en fait, là, c'est vraiment sur le dernier quarter. J'avais fait l'analyse. Voilà, on s'est envolé. On a carrément eu un capex sur le Q2 2024, par rapport aux 12 derniers mois, de 44 milliards, ce qui est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Mais si jamais ce capex alors
également. Moi, je pars un peu dans tous les sens, mais Google, historiquement, ça a toujours été l'une des GAFAM qui a eu le plus de réinvestissement. Ça n'a jamais été une entreprise asset light, hein, Google, il faut quand même le rappeler. Là, je vous montre un PDF que j'ai créé l'année dernière, je vous le remontre ici. Effectivement, Apple, on peut dire qu'on est asset light, hein, on est en moyenne à 20%. 20% du pré-tax income, d'accord? Enfin, le CAPEX représente 20% du pré-tax income. Bon, sur Google, c'est pas le cas. Sur Google, on est plutôt historiquement, allez, sur les 30% si je fais une moyenne. Et par exemple, en 2013, on était à 51%. En 2014, on était à 63%. Et après, tout ce qui est Moody's, Standard & Poor's, effectivement, elle est vraiment asset light. Et si on va voir maintenant, là, en ce moment, à combien on est. Eh bien, en ce moment, on a vu que le CAPEX, donc le CAPEX, on va mettre uniquement le CAPEX, on avait dit 44, hein, c'est ça. Voilà, 44. Je vais mettre donc le pré-tax income. Bon, voilà, je l'ai directement sur TradingView, hein, il est ici, donc ça fait 101 milliards. Et donc, si je fais 44 divisé par 101, eh bien, ça me fait du 43%. Et sinon, si on prend, voilà, on va dire, allez, normalement, on est plutôt sur les 33%. Ne me demandez pas pourquoi, 30, 33%, 35%, on va mettre 33%, d'accord? Donc, ça fait combien? Eh bien, 101, 33% de 101, ça ferait normalement, vous voyez, un CAPEX plutôt de 33 milliards, d'accord? Voilà, donc moi, je pense qu'on va quand même retourner sur des CAPEX, vous voyez, c'est à la louche, hein, encore une fois, entre 30 et 35 milliards. Donc voilà, on est à 44, donc ça ferait 10 milliards de moins. 10 milliards de moins sur, eh ben, ça fait un free cash flow de 10 milliards de plus, hein. Là-dessus, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, en fait, on pourrait quand même avoir normalement un free cash flow de 10 milliards de plus. Si maintenant à ça, eh bien, on part du principe qu'on va avoir de moins en moins de stock-based compensation, par exemple que les stock-based compensation vont être divisés par deux, ce qui je pense voilà, est également possible. C'est-à-dire qu'on va passer d'un stock, c'est-à-dire qu'on va rajouter 10 milliards également, vous voyez, à 22 milliards de stock-based compensation, donc on va rajouter, on va avoir 10 milliards de plus, donc 10 avec le CAPEX, 10 avec les stock-based compensation, ça fait effectivement 20 milliards de plus. Et en fait, là, on se retrouve effectivement avec un free cash flow. Avec un free cash flow qui, si je prends l'ajusté, donc de 47 plus 20, ça fait donc 67. Alors voilà, 67, si jamais il normalise le CAPEX avec donc une rebaisse des stock-based compensation sans prendre en compte toute la croissance future. Donc si je fais déjà 67, on va dire que ça va être dans 3 ans, dans 2 ans, d'accord, divisé par le prêt actuel de 2000 milliards, eh bien ça fait déjà 3,3% de rendement. Donc là déjà, on se dit, bon ok, c'est pas trop mal. Et si maintenant on met là-dedans le facteur croissance, eh bien on va prendre une petite machine à calculer, hop, voilà, je vais me mettre comme ça. Allez, on va mettre un free cash flow de 60 milliards, d'accord, de 60 milliards, on va lui mettre un taux de croissance de 12%, d'accord, pendant 10 ans. Et ça me donne, alors ça charge, 186 milliards de free cash flow dans 10 ans. Et donc 186 divisé par le prêt actuel, 186 divisé par 2000 milliards, ça fait 9% de rendement dans 10 ans. Donc en fait, on voit qu'on est à peu près comme LVMH, globalement, voilà. Donc en fait, on est quand même très très bien au prêt actuel. Et si je prends la moyenne des free cash flow des 10 dernières années, ok, eh bien Google, c'est négocié, allez, on va dire à 25 fois les free cash flow. Vous voyez, je prends la moyenne. Donc si je fais 189 fois 25 fois les free cash flow, eh bien ça ferait 4,7 trillions. Voilà, dans 10 ans, Google pourrait effectivement se négocier à 4,7 trillions, ce qui ferait en fait une performance dans 10 ans du prix par action finalement. Là, on est à 2. Pour aller à 4,7, ouais, ça ferait 149, enfin ça ferait 150% de taux de croissance du prix par action. Donc pour moi, ça me semble voilà, une hypothèse qui est raisonnable. Après voilà, on va peut-être avoir 15% de taux de croissance par an à la place des 12 que j'ai pris. On va peut-être également avoir le CAPEX qui va effectivement bien rebaisser, et à ce moment-là, effectivement, Google va exploser en bourse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, si je pense que mon scénario, il est quand même assez neutre, hein, 12% de taux de croissance avec un CAPEX qui rebaisse un peu. Voilà, on est effectivement pas trop mal, mais on n'a pas non plus une énorme marge de sécurité. On n'a pas la marge de sécurité que j'avais quand j'achetais voilà, en dessous des 100 $, où tout le monde criait à la fin du monde de Google. Je ferme la parenthèse sur Google, je vais passer sur BlackRock, mais c'est vrai que ça me dérange un peu de faire des valorisations comme ça, parce que moi j'aime bien quand même quand j'achète mes entreprises que ça soit évident, d'accord, c'est-à-dire que voilà, comme je viens de le dire, tout le monde crie à la fin du monde, j'ai un rendement de 6%, de 7%, ça se négociait à 18 fois les free cash flow sur Google, c'était évident que c'était une bonne opportunité. Bon, j'en ai acheté. Là, c'est vrai qu'au prix actuel, oui, normalement ça va être bon dans le futur, mais voilà, il faut quand même que ça délivre, etc. BlackRock, j'ai acheté ça, donc comme vous l'avez vu, j'ai un PRU là sur les 650, donc j'ai une belle performance, pareil, c'était magnifique. On a vu, donc je vais le détailler, hein, le business model de BlackRock.
Mais donc on avait eu voilà, ils sont passés de 10 milliards sous gestion à 8 milliards, de 10 trillions à 8 trillions, donc une baisse de 20%. Les marchés ont complètement sanctionné ça, mais effectivement c'est corrélé avec le S&P 500. Quand les marchés baissent, les gens ils vendent leur ETF, donc BlackRock a moins de gestion, donc a moins de frais. Et donc voilà, le marché a baissé de 36%. Énorme opportunité, c'est BlackRock. BlackRock c'est incroyable. Donc voilà, on va aller analyser ça ensemble. Bon, on a évidemment affaire à une entreprise qui est exceptionnelle, hein, mais qui est très chère. Voilà, plus cher que Google selon moi, d'accord. Selon moi, voilà, c'est pour ça que j'ai renforcé Google et pas BlackRock récemment. BlackRock là, selon moi, c'est quand même assez cher, mais voilà, j'irai jamais vendre là en ce moment mes actions. Vous voyez, si on augmente encore en ligne droite sur les 1200, effectivement, j'irai peut-être vendre mes actions BlackRock pour mettre sur Google si on se négocie toujours à 160 $, mais ce n'est pas le cas. Donc, alors BlackRock, Investor Presentation. Alors, avant de me mettre directement sur la présentation des investisseurs, sur le rapport annuel et sur les chiffres de BlackRock, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous mettre là le passage. J'ai repéré ce passage en conférence call qui me semble vraiment super pertinent pour vous faire une vue d'ensemble de BlackRock et vraiment la puissance de BlackRock. Donc là, c'est le conférence call du Q2 2024, donc c'est le dernier quarter en date donc du 15 juillet, là c'est le dernier. Alors voilà ce qu'il dit donc le PDG. Chez BlackRock, nous nous poussons toujours intensément à anticiper où les marchés vont, ce dont les clients auront besoin dans le futur et comment nous pouvons fournir de meilleurs résultats, de meilleures manières à chaque client. Nous avons établi la norme en matière de technologie et de gestion des risques côté achat en achetant Aladdin. Donc, qui se retrouve, en fait, c'est leur solution de gestion de risque, on va le détailler, qui se retrouve sur tous les bureaux des investisseurs. Donc voilà, ça, ils l'ont acheté il y a plus de 20 ans. Donc, ils ont également acquis une boîte. Alors BGI, c'est pour faire la gestion active sur les ETF. En fait, ils ont acheté BGI avec iShares pour redéfinir l'ensemble de l'investissement de portefeuille en fusionnant justement voilà, à la fois actif donc, et index, donc actif, gestion active et les index passifs pour construire de meilleurs portefeuilles axés sur les résultats. Et regardez un petit peu. L'actif sous gestion d'iShares était d'environ 300 milliards de dollars quand ils ont annoncé leur acquisition en 2009. Aujourd'hui, eh bien, on est sur du 4 trillions, 4000 milliards, allez, ça doit faire plus de fois 10. Donc c'est exceptionnel. Ils ont également là, célébré le 5e anniversaire de l'acquisition d'eFront. eFront, c'est une boîte française. Enfin, c'est des Français qui l'ont créé. Évidemment, c'est les Américains qui l'ont acheté. Hein, c'est toujours comme ça. Donc BlackRock a acheté ça il y a 5 ans. Évidemment, également, BlackRock a entre guillemets acheté ça pour une bouchée de pain, si on peut dire ça comme ça. Et l'ACV, c'est l'annuel contract value, c'est la valeur contractuelle annuelle. En gros, d'accord, c'est le bénéfice net pour un SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel qui va gagner de l'argent avec du recurring, des abonnements annuels. Donc là, en gros, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ont doublé le bénéfice net, voilà, l'argent qui... Ouais, le bénéfice net d'eFront. Alors justement, eFront, c'est en fait un truc sur les marchés, les marchés privés, private market. Alors on va le voir ensemble, hein, mais par exemple, voilà, private market. En fait, là, ça leur rapporte 2,2 milliards et il y a une croissance de 12%. Alors, regardez également ce qu'ils mettent. Nous n'avons jamais hésité à prendre de grandes mesures audacieuses et stratégiques pour nous transformer et surtout pour transformer notre industrie. Nos transformations commerciales réussies offrent nos solides performances aujourd'hui et ouvrent de nouveaux marchés de croissance significatifs pour nos clients et nos actionnaires. Nous poursuivons notre mission de transformation des marchés privés. Voilà, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Là-dessus, vraiment, en fait, avec l'acquisition, avec les deux acquisitions, plus tout ce qu'ils sont en train de faire là-dedans, ils sont en train de prendre des parts de marché massives et ils sont en train vraiment de vraiment changer cette industrie. Alors justement, en plus de l'acquisition d'eFront qui vient vraiment renforcer leur solution de Aladdin, leur solution de gestion de risque qui d'ailleurs, voilà, selon BlackRock, comme ils le disent, la combinaison eFront et Aladdin, la plateforme d'investissement de BlackRock, va établir un nouveau standard en matière de technologie et de gestion des investissements et des risques. Donc c'est vraiment top. Et pour ce qui est vraiment, comme je l'ai mis, encore une fois, pour ce qui est des private market, eh bien, ils ont également fait l'acquisition de Preqin. Je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Voilà, pour 3,2 milliards. Alors, ça ne vous parle pas du tout, moi non plus. Mais c'est en fait, c'est l'un des leaders dans tout ce qui va être UK private market, justement. Donc, un data. Un fournisseur de data. Alors ils l'ont payé tout simplement en cash, hein, BlackRock a du cash, donc voilà, ils l'ont payé en cash. Donc c'est vraiment top. Et regardez, donc, en 2024, donc on espère générer 240 millions, d'accord, en recurring. Donc c'est super stable, c'est vraiment c'est du recurring, c'est des abonnements. Et on a une croissance de 20%
annuel. Donc on est vraiment très très bon. Et en plus de ça, en fait, quand BlackRock fait des incorporations comme ça, eh bien BlackRock a des synergies instantanément parce qu'il a déjà tout l'écosystème autour. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce segment-là qui augmente de 12% par an. Donc, alors je vais me mettre ici directement pour ce qui est de la vue d'ensemble sur BlackRock. Là, je me suis mis sur le dernier voilà, rapport justement trimestriel. On voit que 78% des revenus de BlackRock, c'est des fees, donc c'est des frais, d'accord? Et ensuite, ça passe directement à 8%, le deuxième plus gros. Et là, c'est technologie and service revenus. Et c'est justement là où il va y avoir Aladdin, leur solution de gestion des risques. Et enfin, on a tout ce qui va être distribution fees, donc on va le voir ensemble. Alors, je pourrais me mettre là comme ça, ici, juste bon, rapidement, hein, ça, voilà, bon, c'est pas très représentatif. Hein, oui, on voit qu'effectivement, c'est assez bien diversifié. Et sinon, on a effectivement 54% d'institutionnels. On a ETF qui représente 37%, retail. Et on voit sinon là, vraiment les fees, 43% de 80% de leurs revenus, enfin de 78% de leurs revenus, c'est ETF. Ensuite, institutionnel et enfin retail, d'accord? Voilà, et puis sinon, au niveau du style, on voit qu'ils sont actifs. On voit d'ailleurs, c'est actif, ça représente que 25%, mais ça représente 44% des fees. C'est là où vraiment ils se font de l'argent. Voilà, ETF également 43%. Donc on va le détailler. Alors pareil. Alors ici, je vous ai mis la première page de rapport annuel de BlackRock. Alors ouais, encore une fois, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est parce que je ne peux pas structurer un truc comme ça. Enfin, sinon, il faut que je fasse une vidéo de 2 heures sur BlackRock parce que c'est quand même voilà, chaque rapport fait plus de 100 pages, donc c'est compliqué. Là, je vous mets vraiment les grandes, la vue d'ensemble. Voilà, donc BlackRock, dès la 10e page de leur rapport, voilà, c'est la première page. Hein, en gros, là, ils blablatent, hein, ils mettent qu'effectivement, ils sont à peu près voilà, de partout, etc. Là, ils parlent voilà, d'Aladin, mais ça, voilà, directement, la première vraie page de BlackRock. Enfin, d'ailleurs, parenthèse, ils ont fait 9000% de performance depuis leur introduction en bourse en 1999. Le S&P 500, sur la même période, il a fait un peu moins de 500%. BlackRock a fait 18 fois mieux que le S&P 500. C'est pas juste deux fois plus. Ouais, ils ont une croissance, enfin, ouais, 18 fois plus que le S&P 500. C'est massif, littéralement massif. Et donc voilà, leur goal, c'est vraiment, il est temps de redéfinir, de repenser la retraite. Alors, je vais vous épargner tous les détails, hein, mais voilà, là, il nous raconte l'histoire de sa mère et de son père qui avaient un salaire qui était normal et qui ont clairement fait une fortune en fait en investissant dans les marchés cotés, mais que malheureusement peu de personnes font ça et donc ce qu'ils veulent faire c'est vraiment faciliter l'investissement pour tout le monde. Voilà, globalement selon lui pareil, ce qui fait la force des États-Unis, pourquoi les États-Unis ont rebondi en 2008 beaucoup plus vite que toutes les autres que tous les autres pays, c'est vraiment parce que voilà c'est le capital market, le marché des capitaux des États-Unis qui est le plus puissant du monde et ben là-dessus il n'y a pas de doute, hein, là-dessus il a totalement raison. Et encore une fois leur grande philosophie en tant que pays selon BlackRock, voilà en fait ils doivent tout faire vraiment pour rendre donc l'investissement automatique pour tous les travailleurs. C'est-à-dire que vraiment tous les travailleurs, ils devraient pouvoir acheter un ETF tout simplement en 5 minutes par mois, automatiser ça et avoir la retraite sans dépendre justement d'un fonds commun de placement, sans dépendre d'un 401 ici vous voyez K, parce que le problème c'est quand vous êtes travailleur avec un salaire très faible aux États-Unis, vous n'avez pas tout ça là, les plans les plans d'épargne entreprise, etc. Et donc malheureusement tous les travailleurs aux États-Unis se retrouvent se retrouvent sans retraite tout simplement. Et donc c'est pour ça que BlackRock, vraiment son objectif, c'est de permettre à toute cette catégorie de la population de pouvoir acheter un ETF et s'en sortir très très bien. Enfin si, ils ont une retraite, mais bon, c'est vraiment le minimum du minimum. Donc niveau de leur stratégie vraiment pour du long terme, voilà, ils le disent, pour eux, leur objectif, c'est une entreprise qui doit faire des thunes et du retour sur investissement. D'ailleurs, ils ont fait une petite parenthèse sur la politique. Il dit que effectivement, voilà, BlackRock est un petit peu engagé politiquement, mais ça n'ira jamais à l'encontre de leur objectif principal qui est faire des thunes et faire du retour sur investissement pour les actionnaires. Ils ont une forte conviction dans leur stratégie et dans leur capacité à exécuter avec donc scale, donc en augmentant, en démultipliant en faisant de la forte croissance tout en étant très discipliné sur les dépenses. Leur stratégie, elle reste centrée sur d'une part la croissance d'Aladin,
parce qu'en fait, Aladdin, on l'a vu que ça représente que 8% des revenus actuels. Le but est vraiment de diversifier BlackRock sur les années qui vont venir, selon la direction. Et donc, il faut vraiment qu'ils intensifient leurs revenus chez Aladdin. Et c'est pour ça qu'ils font des acquisitions, comme on l'a vu, dans tout ce qui va être le private market. Et également, ils ont fait une énorme acquisition, la plus grosse des 10 dernières années, de 12 milliards pour justement acquérir quelque chose qui va venir booster Aladdin. On va le voir. Donc voilà, Aladdin, ETF et private market. Voilà, justement. Donc vraiment, keeping garder de la surperformance au cœur de BlackRock. Alors justement, comment ils vont venir chercher de l'innovation chez Aladdin pour pouvoir tout le temps satisfaire les clients et grossir et scale, puisque je le rappelle, donc Aladdin c'est un système par abonnement et en fait système par abonnement, si jamais vous n'êtes plus compétitif, si jamais en fait les clients ne se réabonnent pas l'année prochaine, alors là on a un truc qui est exceptionnel. Donc on est premièrement effectivement vraiment bien diversifié et surtout regardez, 98% de rétention client en moyenne sur les 3 dernières années. C'est exceptionnel pour un service à abonnement. C'est vraiment presque du jamais vu dans l'industrie. C'est vraiment excellent parce que quand les clients signent avec Aladdin, quand les clients prennent un abonnement, ils y restent tout simplement. Et comme ils le mettent ici, Aladdin vraiment fournit une croissance globale chez BlackRock. On a du 15% de taux de croissance annuel composé depuis 2018. Sur les 3 dernières années, on est à 11%. On a un petit peu diminué, mais également là, en fait, on prend 2022 et 2022. Voilà, rappelez-vous, les actifs sous gestion baissaient de 20% parce qu'on a eu une baisse des marchés en 2022. C'est là c'est justement là où j'ai acheté mes actions BlackRock. Et donc, voilà, bref, c'est 1,4 milliard voilà, de recurring. Et sinon, là, vous allez vous dire justement, ouais, mais attends, 1,4 milliard, c'est compliqué quand même voilà, de passer de 800 millions, 1 milliard, 1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard, jusqu'où on va pouvoir aller. Quelle est la taille de marché? Eh bien voilà, vous avez la réponse ici. On a donc là Aladdin qui a 1,4 milliard et on a donc on a tout simplement un marché adressable de 12,5 milliards de dollars. Ils sont leaders pour les ETF. Et en fait, je pense qu'ils vont être leaders avec Aladdin, mais largement, je pense qu'ils vont prendre toutes les parts de marché. Et donc voilà, ils ont encore énormément de croissance possible sur ce segment-là. Donc sur le segment, rappelez-vous encore une fois, qui représente 8%. Vous l'avez donc voilà ici sur le technologie and service revenu. On peut passer de 8 peut-être à 15, sachant que les base fees augmentent également, vous voyez, de 9% sur l'année dernière. Technologie, on a augmenté de 10%, d'accord? Mais en moyenne, on voit qu'on était plutôt sur les 15%, donc une croissance plus rapide. Mais ces 9% de base fees qui représentent donc 78% des revenus de BlackRock, on a de la marge également. En fait, on a de la marge de partout. Regardez un petit peu, BlackRock, on a seulement 8% du market share, de l'industrie, de la gestion d'actifs. On voit que c'est rien de... Enfin, non, c'est énorme, mais on a de la marge. On a de la marge. Et pareil, au niveau vraiment des revenus, c'est-à-dire de l'argent que génère cette industrie, là, pareil, BlackRock, c'est 3%. On peut monter de 3 peut-être, je sais pas, à 15, ça ferait déjà, vous vous rendez compte un peu la multiplication, ça ferait déjà du x4, du x5. Et donc c'est pour ça que littéralement le titre de leur partie, donc ETF et index, qui représentent donc la majorité de leurs revenus, regardez ce que c'est donc, voilà, je pourrais traduire ça par leur plateforme donc, de croissance accélérée qui va leur permettre d'accéder à un monde d'investissement qui est en expansion. Magnifique, magnifique. Et effectivement, c'est vraiment cette plateforme-là qui leur permet d'accéder et de tirer parti de toute cette croissance qu'on a vu, toute cette part de marché, tous ces revenus de cette énorme croissance de l'actif, de la gestion d'actifs. Et donc là, voilà, concrètement, ils ont 6 trillions, 5,9 trillions, donc ETF et index, d'accord? C'est réparti avec donc ETF 3,1 trillions et 2,9 trillions. Donc voilà, ça va être les index, les fonds mutuels, etc., les institutionnels. Donc voilà, la croissance, on est sur du 8% donc compound annuel ETF growth rate, donc c'est pas mal. On a quand même, voilà, en 2022... 5,7 milliards donc pour les ETF, les revenus ETF. Et sinon, si on prend également les revenus d'index, on a du 6,8 milliards. Et d'ailleurs ici, on le voit parfaitement. Donc les index, ça représente 31%, mais en termes de base fees, ça représente que 7%.
vraiment ils facturent rien sur les index et donc voilà, ça se répercute effectivement par ici. On voit bien que ça représente voilà, pas mal, enfin là il n'y a pas que les index, mais ça représente beaucoup de milliards par rapport à seulement, on voit que on voit qu'en fait c'est seulement 1,1 milliard de revenus par rapport aux ETF de 5,7 milliards, hein. 6,8 moins 5,7, ça fait bien 1,1 milliard, ok. Et comment BlackRock se différencie par rapport à tous les autres? Là voilà, ils nous disent, autrement dit, cette slide là, elle est là pour nous dire que c'est les meilleurs. Ils ont effectivement donc des ETF qui vont être dans les obligations, fixed income, ETF donc facteurs, hein, c'est facteurs momentum, quality, value, faible capitalisation, ETF thématique donc c'est les, on pourrait remplacer par le mot mode, parce que c'est vrai qu'on peut vite se mélanger entre les ETF thématiques et les ETF précision, c'est pas la même chose. Thématique, ça va être ETF, je sais pas, cannabis quand c'était à la mode, ETF IA, là c'est à la mode, donc il y a les ETF thématiques. Enfin, donc iShare, ça c'est ESG, iShare Core ETF, c'est les ETF avec pas beaucoup de vraiment faibles frais que j'ai en portefeuille et que je vous encourage à avoir. iShare Précision, là ça va être un truc par exemple. Voilà, j'avais ouvert un onglet, je crois. Voilà, ici. Par exemple, voilà, c'est sur l'aérospatiale et la défense. Ça, c'est un ETF précision. Et c'est là où il se gave avec les frais. Là où il se gave avec les frais, c'est avec ETF, donc précision. Je vais me remettre voilà, ici. Donc là où il se gave avec les frais, c'est vraiment thématique, précision, ESG. Ensuite, on a facteur et ensuite le reste, voilà, c'est tranquille. Et en fait, on le voit, voilà, on le voit ici clairement. S'il n'y a pas de doute là-dessus, on a vraiment donc les ETF stratégiques où là, ça va être donc facteur ESG et thématique. On voit que donc les actifs sous gestion, ça représente 37%. D'accord? Mais regardez un petit peu les revenus, ça représente 35%. Et pareil, précision, donc là c'est ce qu'on a vu vraiment là où il se gave, là où il y a 0,40% de frais. Pareil, ça représente 50% des revenus. Et après le reste, là où il n'y a pas beaucoup de frais, c'est les ETF, je sais pas, ESC que vous avez dans le PEA. Bon, moi, même si justement c'est pas iShare, c'est pas une bonne idée, mais je vous parle, voilà, c'est les ETF qui répliquent vraiment les indices. Là, ils se font très peu de revenus. Ok? Et donc voilà, ça nous laisse quand même 8% de revenus organiques. Donc c'est vraiment top. Pareil, ils nous disent qu'il y a plein de marges de manœuvre. Selon eux, c'est assez simple. On va avoir un marché donc des ETF qui va être à 25 trillions d'actifs sous gestion, voilà, en 2030. Donc bon, on a vraiment de la place encore une fois là-dessus. Pour là, je le rappelle, on est à 3,1 milliards chez BlackRock. On a vraiment de la marge pour continuer à faire du 8% et je pense que plus. Hein, je pense qu'on peut aller chercher plutôt du 12% par an sans problème là-dessus. Pour ce qui est, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Pour ce qui est, donc voilà, je me remets sur les private market. C'est là où on a vraiment une explosion, 12% de taux de croissance qui, pareil, va encore augmenter parce que regardez, on a 26% de taux de croissance annuel composé. C'est stratosphérique, c'est vraiment incroyable. Taille de marché de 18 trillions, ça fait un taux de croissance de 12% par an du marché, donc c'est incroyable. Là-dedans, en plus de ça, ils vont bouffer des parts de marché en plus, comme ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, on a encore une fois là-dessus plein de perspectives. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment des entreprises que je trouve ça dommage qu'il n'y ait aucune analyse sur Internet. Il n'y a aucune personne rentre dans les... Enfin, c'est une entreprise qui est très mal connue. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ce que je disais, c'est que eh bien, on a affaire à une entreprise qui est très prévisible, d'accord. Comme vous avez vu, c'est un truc très simple à comprendre. Là, on anticipe en 2025 un earning per share de 52 $ par action. Donc on est effectivement sur les 935. Donc 52 divisé par 935, le prix par action, ça fait un rendement. Enfin, c'est pas vraiment un rendement, mais ça fait plutôt, on va le mettre en price to earning. On va mettre un price to earning 100 divisé par 5,5. Ça fait un price to earning, un forward P pour 2026, voilà, on va le dire comme ça, de 18. Ce qui est pas mal, hein, voilà, ce qui est pas mal. Là en ce moment on est à 23, donc encore une fois une belle croissance. C'est vrai que je trouve ça quand même un petit peu cher en ce moment, clairement même, puisqu'on n'a pas non plus des... Voilà, en fait on voit que la croissance, on va avoir de la croissance, on a des perspectives en part de marché, la taille globale voilà, du marché sur lequel est BlackRock est énorme, mais ça va être compliqué d'aller chercher plus de 12% par an de croissance globale, même très compliqué. Il faut également que je mentionne avant de faire une petite valorisation que BlackRock, contrairement à Google, il y a actuellement un dividende qui est quand même assez intéressant. On a un payout ratio de 50%, un dividende qui est depuis l'introduction en bourse de BlackRock en augmentation, mais voilà, de 10% sur les 10 dernières années. Il y a une croissance de 10% par an, donc du bénéfice comme vous l'avez vu de BlackRock. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenir, je pense, cette croissance du dividende, même on va être pessimiste, à 8% par an de croissance. Le payout ratio, voilà, à peu près, ils ont dit que ça va rester globalement à 50%, donc le payout ratio actuel. Et on a un yield actuel exactement de 2%.
15%, voilà, 2,15%. Donc ce qui nous fait donc 2%. Il faudrait, pour avoir 10% de dividendes par an dans 10 ans par rapport au prix actuel, d'accord, il faudrait donc une croissance du dividende de 15% par an. Ça va être très compliqué. Moi, je l'ai acheté, enfin, j'ai un yield sur mon coût d'acquisition quand je l'avais acheté de 3% parce que je l'ai acheté sur les 650 dollars. Donc, vous voyez, en fait, moi, ça me faisait une croissance de 9%. Et donc, voilà, effectivement, c'était l'une des actions qui, comme LVMH sur les 550 dollars, avec la croissance, etc., que j'anticipe, si vous arrivez à choper du LVMH, je vous l'ai déjà dit plein de fois, à 550 euros, excusez-moi, ça fera à peu près du 10% dans 10 ans si vous réinvestissez les dividendes et qu'on l'a pris par action, qu'augmente comme ça entre 8 et 10% par an. Et donc voilà, même chose sur BlackRock, mais bon, BlackRock là sur les 950 dollars là actuellement, voilà à peu près, c'est vrai que c'est 937, c'est vrai que voilà, avec un yield de 2%, bah, c'est quand même très faible, hein, parce qu'on a également on a une belle croissance, mais voilà, c'est pas. Bah, vous l'avez bien vu, il faut pas mal, il faut même énormément de croissance en réinvestissant les dividendes. Parce que si vous ne réinvestissez pas les dividendes, voilà, c'est encore pire. Là, il faudrait carrément du 17% de croissance du dividende par an sur les 10 prochaines années, quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment un petit peu le problème, c'est la valorisation actuelle, hein, un petit peu comme Google, même si je préfère un petit peu du Google. Mais en fait, on voit que c'est deux business qui sont quand même super complémentaires et c'est deux business selon moi exceptionnels. BlackRock, ça se réfère quand même un petit peu à Standard & Poor's au niveau vraiment du business model qui est donc des fees, hein, des frais. Donc vraiment asset light, très peu de réinvestissement par rapport à Google. Donc il y a un peu les inconvénients et les avantages sur chacun des deux business. Super intéressant, c'est pour ça que j'ai les deux en portefeuille, mais j'ai quand même plus sur Google que BlackRock parce que je pense que Google va délivrer plus de croissance sur du long terme. Ok, moi BlackRock je le vois vraiment comme un S&P 500 boosté. Voilà, en fait c'est vraiment une entreprise qui va suivre vraiment la performance du S&P 500 mais avec une meilleure performance. J'ai superposé les deux avec le S&P 500. Bon, effectivement il n'y a pas de débat, mais voilà, si je me mets depuis 2008 par exemple, ouais voilà, à peu près depuis 2008, bon peu importe, voilà, ça surperforme plus, hein, on est presque 1,5 fois plus performant. Et en fait on voit que c'est vraiment, vraiment super corrélé, quoi. Et en fait voilà, vous voyez, c'est vraiment super corrélé parce que quand les marchés baissent, eh bien les actifs sous gestion diminuent et donc les frais encaissés, vous l'avez compris, diminuent. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur les années qui vont venir, plus les années passent, plus voilà, ils se diversifient avec donc leur service technologie Aladdin qui va, je pense, contribuer de plus en plus, mais c'est pas super significatif, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas non plus, ça va jamais représenter 50% je pense des revenus. L'écrasante majorité va tout le temps rester sur les frais, voilà, vraiment des ETF, des fonds mutuels et tout ce qui va être les obligations et les private marchés. Mais sinon, de manière beaucoup plus concrète, je ne pense pas que ça soit une bonne idée d'acheter du BlackRock au prix actuel, puisque je ne pense pas je ne pense pas que BlackRock va surperformer le S&P 500. Là, si vous prenez le S&P 500 au prix actuel et BlackRock au prix actuel, dans 10 ans, je pense que le S&P 500 va faire pareil, voire un petit peu mieux. Ok. Et donc, pour terminer là-dessus, selon moi, BlackRock c'est intéressant dans cette dynamique, enfin pour moi en tout cas, la thèse que j'ai sur BlackRock, je vous l'ai dit à l'instant, c'est un S&P 500 boosté seulement si vous l'achetez, allez, on va dire à 20 fois les free cash flow, d'accord, 20 fois les free cash flow, c'est-à-dire un rendement sur votre sur le free cash flow de 5% tout simplement. Vous voyez là on a un free cash flow de 4,5, donc 4,5 fois 20, d'accord, il faut acheter le business à 90 milliards, d'accord, donc c'est pile au prix auquel je l'ai acheté, ça n'a toujours pas changé, et donc ça veut dire qu'il faudrait, ça ferait une baisse de, je vais vous dire ça, market cap, ouais, ça ferait une baisse. Ça ferait une baisse sur les 90, ça ferait une baisse de 34%. Bon après voilà, c'est vrai que là, vous pouvez vous dire toujours sur les 100 milliards, ça peut être pas mal. Donc finalement une baisse de seulement une baisse, voilà, on va dire une baisse de 20%. Allez, une baisse de 20%. C'est vrai que c'est fou, hein. Dès que le marché s'envole, on a tout le temps envie de mettre des scénarios positifs, etc. Mais il ne faudrait pas, non, normalement, il faudrait dire ok, 90 milliards et rien d'autre. Mais bon, voilà, une baisse de 20%, c'est vrai, là, il y a tout qui est sur les plus hauts. Si du BlackRock revient sur les 700, allez, sur les 700 dollars, ça va être intéressant sur du long terme pour espérer avoir pas mal de chances de surperformer le S&P 500 et avoir un truc qui est bien diversifié et qui est stable. Bon, on arrive quand même doucement sur les 50 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là-dessus et je vais vous faire une partie 2 sur laquelle on va aller analyser les entreprises qu'on n'a pas fait dans cette vidéo, à savoir premièrement voilà, du Standard & Poor's. Je vous avais déjà mis les slides, enfin j'avais déjà commencé à vous mettre les slides, et on va également aller voir du côté de Tencent, mais Tencent c'est chiant à analyser, donc ça va me prendre pas mal de temps.
Mais je pense que je vais vous faire ça avec Visa Mastercard. Alors pourquoi pas B2Gold? Parce que B2Gold, il faut minimum 1 heure et demie pour pouvoir, enfin il faut une analyse d'au moins 1 heure et demie pour pouvoir investir dessus et pour avoir la vue d'ensemble. Donc ça sera à la limite via un live. Voilà, via un live à la limite. N'oubliez pas également que vous avez en description un lien pour prendre un appel en one-to-one avec moi. Là justement, voilà, je vous parlais de portefeuille. Bah, si vous voulez restructurer vos portefeuilles, si vous voulez avoir des conseils personnalisés et repartir avec un plan d'action en fonction de votre portefeuille, de votre situation et surtout de vos objectifs, réservez tout simplement un créneau, c'est totalement offert. Voilà, c'est cadeau, c'est offert et je vous laisse là-dessus. Merci, c'était Léopold.